OK. Avant tout, Laurent Louchet, merci, bienvenue au nouveau, si c'est le tout premier pour Simone Day. Laurent Louchet, moi je suis le directeur du centre de service pour Proxia de Lille. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On va parler de quoi? On va parler du manager, qui il est. Et là, toujours, attention, c'est mon discours, c'est ma vision qui, je pense, partage globalement. Hein. N'hésitez pas à partager vos avis, questions que Vincent me remontera. Les 13 qualités d'un bon manager, on va parler de plusieurs choses, hein, de 2-3 sujets divers. On va aussi parler de délégation. Un bon manager, on dit souvent, c'est quelqu'un qui délègue pas tout. On va plutôt parler comment déléguer. Et comme d'habitude, on finira par la conclusion et questions-réponses. Alors, je disais, hein, dans les supports, beaucoup de blabla de temps en temps. L'objectif, bien sûr, c'est de ne pas passer trop de lecture. Le leadership, c'est quoi? C'est principalement quelqu'un qui va être capable de guider, d'influencer, d'inspirer, de mener une équipe. Je le dirais certainement très souvent, pour moi, un bon leader, et ça c'est ma vision à moi, c'est en un seul mot, c'est quelqu'un qui est capable de fédérer. Un bon leader, un bon manager, c'est quelqu'un qui est capable de fédérer son équipe, qui est capable d'emmener son équipe avec lui, quelles que soient les situations, conditions, etc. Je traduis souvent, moi, le bon manager, c'est... faites un test, hein, enfin un test, pas trop quand même, hein, mais vous êtes manager, vous dites à 18 heures, on va dire 18 heures parce qu'après ça fait un peu tard. Voilà, 18 heures, j'ai un problème, là, j'ai besoin d'aide, qui c'est qui peut m'aider, et rester parce qu'il faut qu'on débloque une situation pour le client. Quand vous avez tout le monde qui vous dit bah non, moi je peux pas, voilà, c'est un peu les questions que moi je me pose. Par contre, quand vous avez tout le monde qui se dit ouais, pas de souci, je reste, je vais t'aider, etc. Voilà, c'est ce qui, pour moi, je dis un bon leader, quelqu'un qui est capable de fédérer une équipe. C'est une personne qui est à la tête d'un groupe. Hein. Et pour être un bon leader, il faut d'abord comprendre les gens. Il faut comprendre les gens et bien sûr, ça commence par soi-même. Trois dimensions, un bon manager, encadrement. Alors, on va parler de plusieurs choses. Encadrant, leadership, manager, c'est la même chose. Hein, d'accord. 3 dimensions. D'abord, relationnel. Hein, un bon manager, ça reste un humain. Hein, et avant tout, on est des êtres humains. Donc, la partie relationnelle est comme un point très important à mettre bien souvent en premier point. La partie productive. Vous êtes manager, vous avez des objectifs. Votre objectif, c'est la production. Elle se chiffre en jours, en euros, en d'autres chiffres, etc. Bien souvent, c'est plutôt des jours ou des euros. Vous avez une production à répondre et organisationnelle. Si vous n'avez pas une organisation entre vous, ça ne peut pas marcher. Donc, il est aussi important de mettre en place la bonne organisation. On va aussi souvent parler de pyramide, mettre la bonne équipe en place afin de savoir pouvoir déléguer, etc. Et tout ça, on en parle après. Les activités de son encadrant, son rôle, on va dire, c'est de faire faire. À partir du moment où vous savez faire faire, c'est que vous commencez à être un manager. Tant que vous continuez de faire, là, à un moment donné, ouais, il faut passer l'étape au-dessus. D'accord? Ça passe en fait d'une évolution où vous êtes capable de transmettre votre savoir, de transmettre le savoir-faire jusqu'au le faire savoir et le faire faire. Bon, sa productivité, encadrer, c'est une activité qui n'est plus directement de la production. Ben oui, hein, le manager, il produit plus trop. Hein. Son rôle, c'est bien de manager, d'encadrer, de piloter, de driver l'équipe qui va faire la production. L'évolution, en fait, pour se dire à un moment donné, quand est-ce que je prends un rôle de manager, c'est à partir du moment où quand vous savez comment on fait, vous avez les connaissances, vous allez passer à un moment donné au faire. Le faire, c'est que vous savez, donc vous pouvez le faire. Donc vous avez appris des choses, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de produire, on va dire, l'activité demandée. Le savoir-faire, c'est je maîtrise. Voilà, je maîtrise, je fais preuve d'autonomie, je démontre que je sais faire quelque chose, que je sais le faire en complète autonomie.
Le faire savoir, là, c'est là qu'on commence à avoir le rôle de manager, d'encadrant. Le faire savoir, c'est là où vous allez commencer à former, à encadrer, à apprendre et à déléguer, à transmettre les connaissances. Le faire faire, alors là, ça veut dire que vous êtes capable de faire faire, ça veut dire que vous êtes capable de déléguer en toute confiance, vous êtes capable de laisser faire, vous êtes capable de laisser faire vos équipes en dessous, vous êtes capable de faire totalement confiance et de se dire, OK, je sais que je vais passer dernièrement par le savoir faire faire. Et là, ça veut dire que là, vous pouvez laisser en complète confiance et autonomie l'activité. Le rôle du manager, il intervient bien à partir du faire savoir. À partir du moment où vous savez former, vous savez déléguer, vous savez transmettre, vous commencez à avoir ce rôle de manager. D'accord ? Alors là, je vais vous laisser quelques secondes. Parmi les caractéristiques suivantes, quelles sont celles qui correspondent pour vous à celui quelqu'un qui a de l'autorité, à celui quelqu'un qui va avoir vraiment le rôle de manager? Est-ce que quelqu'un qui a un rôle de manager pour vous, c'est quelqu'un qui sait se faire craindre, qui sait être exemplaire, être responsable, avoir de l'expérience, se faire respecter, avoir du pouvoir ou être compétent? Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un choix. Alors, on n'a pas spécialement le temps, parce que la présentation est assez longue. Néanmoins, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Selon vous, quelle est la phrase qui, pour vous, fait un bon manager, un bon leader? Allez, je vous ai laissé passer quelques secondes. Alors, dans l'ordre, donc sur une étude qui a été menée, dans l'ordre, la première chose qui donne au management, c'est savoir se faire respecter. Alors, vous êtes plus ou moins d'accord. Alors, c'est sûr qu'on va se dire, tiens, c'est rigolo. Alors, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Être compétent, par exemple, ça arrive en 3e position, comme avoir de l'expérience. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi? Se faire respecter, ça reste quand même aussi un peu la base. Vous êtes manager, vous devez aussi être respecté de vos équipes. Vous pouvez transmettre, vous pouvez déléguer. Ça n'empêche qu'à un moment donné, vous êtes le manager, vous êtes entre guillemets le boss. Alors moi, personnellement, ceux qui me connaissent dans le public savent que c'est quelque chose que je déteste faire. À un moment donné, se faire respecter, ça nécessite de quoi de se faire respecter? C'est quand vous faites respecter, c'est que vous avez la reconnaissance à un moment donné d'effectivement d'être le manager. Être responsable, oui, vous êtes responsable. Ça veut dire quand on dit pour moi être responsable, c'est que vous êtes capable de prendre sur vous la pression. Vous êtes capable de prendre sur vous le stress, etc., qui vient d'au-dessus. Un bon manager aussi, qui reste pour moi être responsable, c'est pas quelqu'un qui à chaque fois prend la pression d'au-dessus et qui la redescend à chaque fois en bas. C'est quelqu'un qui est capable d'absorber la pression et de faire des filtres ou de transmettre une communication, de modifier la communication pour passer en dessous. Être compétent, alors bien sûr, ça demande quand même d'avoir certaines compétences. On peut vouloir être manager, entre vouloir et pouvoir, il y a quand même deux choses, c'est deux choses différentes, néanmoins différentes. Néanmoins, être compétent est comme la base numéro 1 pour être manager. Avoir de l'expérience, oui, l'expérience suffisante pour avancer, pour au moins être capable d'assumer ce rôle et toute la dimension qu'on peut demander d'un manager. Ensuite, voilà, je passe, être exemplaire, avoir du pouvoir. Et fort heureusement, se faire craindre est la dernière des phrases. Néanmoins… Alors, je t'arrête une petite seconde, Laurent. Effectivement, dans le chat, on a Yves qui est assez d'accord effectivement avec ce classement, qui aurait fait visiblement le même. On a Aprin qui nous dit que c'était plutôt être exemplaire en premier. Donc là, c'est effectivement un petit peu, on va chercher un peu plus loin dans le classement. Et Mathieu qui nous indique que lui, il aurait peut-être plutôt mis être responsable en premier. Donc là, on n'est pas sur un gros changement. Ouais, c'est pas mal. On n'est pas sur un gros changement. Effectivement, Mathieu, responsable, on est sur le 2e, donc on est bien dans l'ordre. Alors, être responsable, effectivement, Aude, on sort de la liste, mais effectivement, être exemplaire, oui, montrer exemple, etc., etc. Alors, après, et là, je vais aussi parler pour moi, oui, être exemplaire. Après, on reste aussi des humains, etc. Donc, bon, après, là, c'est une étude. C'est intéressant de la voir, cette étude-là, parce que moi, par exemple, se faire craindre, moi, j'ai connu un manager qui, pour lui, se faire craindre était la première des choses qu'il voyait en tant que manager, se faire craindre, c'était son truc à lui. Pour être très clair,
Lui, c'était en se faisant en étant craint qu'il sentait qu'il avait le respect et l'estime des autres. Bon, chacun a sa vision des choses, hein, d'accord? Je passe. Alors, les 6 rôles d'un manager. Alors là, attention, pareil. Vous allez me dire, les 6 rôles, vous pouvez sur n'importe quel autre site, il y en a peut-être plus ou moins. Hein, mais là, c'est ma vision à moi, en tout cas, que je présente. D'abord, fixer des objectifs. On va en parler après. Hein, les objectifs, quand on sera dans le chapitre, parlons d'eux. On va parler d'objectifs. On fait entrer très vite, il est strictement nécessaire de donner des objectifs à vos équipes afin de donner du sens. Hein, si vous, je sais que dans le public, il y en a un, je ne dirai pas son prénom, il y en a un qui est fan. Si vous regardez les vidéos de Julia de Funès, qui parle beaucoup de ce qu'on va appeler le bonheur en entreprise, tout ça, voilà. De fixer des objectifs, c'est de donner du sens à son travail, à son activité. Si on ne donne pas de sens à son travail, à son activité, c'est un peu un des dangers aujourd'hui. Organiser le travail, oui, un manager qui n'est pas organisé, qui ne va pas savoir gérer ses priorités, gérer son planning, etc., qui n'est pas organisé dans ce qu'il doit faire, ouais, c'est un peu compliqué. On est tous débordés, hein, on est tous débordés par moment, on est un peu en dents de scie. Le problème, c'est que la dent de scie, quand elle est toujours en pic haut, c'est compliqué. Mais voilà, quoi, il faut être capable d'être organisé pour avancer. Communiquer et motiver. Oui, il faut communiquer, c'est le plus important. La communication est le mot le plus important pour un manager. Motiver son équipe, hein, bien sûr, si vous voulez que vos équipes elles produisent, comme je disais tout à l'heure, de fédérer, il faut la motiver et la booster. Mesurer la performance, capable de donner des indicateurs, donner à votre équipe, voilà, aujourd'hui, c'est intéressant tous les mois de partager les indicateurs avec son équipe, de dire, bah voilà, où est-ce qu'on en est, comment on a avancé. On a gagné, on a perdu ce mois-ci, mais c'est important parce qu'au moins ça donne un peu de visibilité à votre équipe. Alors, faciliter la formation de son équipe, il faut qu'on puisse accompagner, faire grandir son équipe, les faire évoluer. Un manager, c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire grandir ses collaborateurs. Et savoir alerter, oui, bien sûr. Moi, ce que je demande toujours, entre guillemets, hein, en dessous de moi, c'est de m'alerter, d'être informé des événements X, Y. À vous aussi, manager, de remonter les alertes. Alors, les 13 qualités d'un bon manager, j'ai bien aimé je mets le lien hein, sur ce site Parlons RH. Hein, je trouve ça très, très sympa. Alors, c'est pareil, hein, ça n'engage que Parlons RH, mais j'aime beaucoup cette partie, les 13 qualités d'un bon manager. Le premier, penser positif. Un manager doit toujours être positif. Oui, on peut avoir des coups durs. Oui, on peut de temps en temps entre guillemets, se prendre la tête avec ses équipes, ses collègues, etc. Oui, on peut de temps en temps avoir des coups de mou. Ça n'empêche que à chaque fois, et moi je le dis toujours, derrière, on se dit les choses, on parle, et derrière, on va se boire une bonne bière et tout va bien. Soyez honnête. Ouais, ça ne sert à rien de cacher, ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de tricher, soyez honnête. Alors bien sûr, je parlais tout à l'heure communiquer, il se peut des fois que vous oubliez des choses, etc. Mais en tout cas, soyez honnête. Au plus vous serez honnête et transparent, et au plus vous gagnerez, entre guillemets, la confiance des gens avec qui vous travaillerez. Déléguer, alors ça, je vais en parler plus loin. Hein. La délégation, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas simple, mais je passe vite, on en parle après. Communiquer, voilà, on le retrouve bien. Communiquer. J'en parlais il n'y a pas plus tard, il y a 2 ou 3 heures. Hein, 90% des problèmes qu'on rencontre sont toujours dus à cause d'une mauvaise communication. La communication est comme l'un des fléaux, l'un des problèmes qu'on a partout. Il faut communiquer. C'est pas toujours simple. On a beau chercher de temps en temps, chercher des excuses, etc. Voilà, il faut communiquer, il faut partager, etc., etc. Soyez inspirant, voilà, je reprends ce que disait Aude, hein, être exemplaire, oui, c'est inspirant, montrer l'exemple. Vous êtes, entre guillemets, manager, donc le manager, un petit jeune qui sort d'école, va souvent vous regarder un peu comme le grand chef, etc. Il faut rester aussi humain hein, et humble. Hein. On a beau être humain et humble, de temps en temps, il faut aussi savoir comment inspirer et gagner la confiance des gens. Coordonner vos équipes, hein, tout à l'heure j'en parlais, avoir une bonne organisation, une bonne coordination dans ces équipes.
Il est nécessaire, au plus votre équipe est importante, d'avoir la bonne pyramide qui va bien. On ne peut pas avoir une équipe qui est toute sur une linéaire. Hein. Si tout le monde est sur une seule ligne, ça ne marche pas parce qu'à chaque fois, tout le monde va se regarder. Même si j'ai un problème, je demande à qui est mon premier responsable. Et plus les équipes sont grandes, si vous ne coordonnez pas les équipes, vous ne mettez pas la pyramide qui va bien, ça va vite se compliquer. Alors, encourager l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, il est affiché. Hein. Moi, personnellement, j'avoue qu'on dit toujours que le boulot reste à la porte de la maison et que le perso reste à la porte du bureau. Très honnêtement, celui qui arrive à le faire, il est très bon, hein, parce qu'on est tous des humains, c'est très compliqué. Quand on a des soucis d'un côté, on a du mal à ne pas les répercuter de l'autre. Néanmoins, il faut être vigilant et faire attention. Soyez reconnaissants, oui. Soyez reconnaissants, ne prenez jamais la gloire pour votre. Rendez toujours à César ce qui appartient à César. Pensez à rendre ce qui appartient aux autres. Soyez reconnaissants. Merci encore à Diana qui était là parmi nous, que je ne vois plus pour nos Proxy Monday. Voilà. Soyez reconnaissants. C'est souvent un travail d'équipe et il faut savoir aussi fêter ça en équipe. Encourager le développement personnel, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui est aussi capable de faire grandir ses équipes. Vous donnez les objectifs adéquats qui vont bien, vous faites grandir vos équipes, vous faites évoluer vos équipes. Un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui va accompagner la carrière de ses collaborateurs. Encourager vos collaborateurs, ça revient un peu à ce que je disais. Pour moi, aujourd'hui, clairement, le collaborateur, on n'est plus entre guillemets, des pisseurs de code. Aujourd'hui, on est, comme le générique disait, des ingénieurs informaticiens. On a tous des têtes bien faites. Il faut encourager les collaborateurs. Il faut leur faire confiance. Il faut les motiver. Il faut leur déléguer de temps en temps de l'activité. Il faut les mettre, pourquoi pas, à risque. Moi, j'ai aucun problème à mettre des collaborateurs, entre guillemets, à risque pour leur apprendre. Alors, certainement pas à risque dans l'échec. Attention. Mais aussi pour qu'ils puissent réagir, poser les bonnes questions, savoir alerter, savoir communiquer, donner les bonnes remarques et les bons éléments. On a Sonia et Yves, effectivement, qui plus soit, qui revenaient un petit peu avant sur les compétences à avoir. Elle disait, j'aurais rajouté savoir prendre des décisions. Certes, aussi, c'est lui. Alors, attendez, parce que je ne sais pas si entre. Alors, attendez, je vais redescendre. Il y a le mentor, un manager juste. Ouais. Alors, je reviens. Ouais, alors je vais tricher, Sonia. Bah oui, un mentor qui prend des décisions. Non, oui, tu as raison. Le manager, de toute façon, au plus vous êtes, haut dans la pyramide, au plus c'est vous qui devez prendre les décisions. Au plus c'est vous qui devez décider. Au plus c'est vous qui n'allez pas, entre guillemets, imposer. Alors après, il y a prendre une décision et prendre une décision. Moi, je pense, maintenant je me ferai contredire dans le chat si ce n'est pas le cas, mais en général, j'essaie de partager mes idées, de partager mes avis. Une décision, elle peut aussi se faire en communiquant, en relation, en discutant. Voilà. Mais à un moment donné, c'est sûr que vous êtes le manager, c'est vous le dernier qui allez mettre le tampon et la signature. Certes, voilà, c'est sûr. Alors après, comme dit Yves, l'absence de décision, oui. Bon, après, ça, je ne débattrai pas là-dessus. Un manager c'est le dernier qui prend la décision. Voilà. Alors après, quand vous avez quelqu'un en dessous de vous, mais après, ça dépend du niveau de la décision. C'est sûr. Voilà, après, soyez un mentor. Oui, vous êtes un mentor. Vous êtes un peu l'exemple, comme on me disait tout à l'heure avec Odd. C'est vous qui allez guider. Vous êtes le guide. Hein. En fait, à un moment donné, c'est comme vous qui tenez la torche dans la grotte ou qui menez la barque. Hein. Soyez un manager juste. Et là, c'est toujours ça. C'est encore très, très compliqué. Attention, ne faites pas du cas par cas. C'est dur parce qu'on reste aussi des êtres humains. Soyez un manager juste, donc attention au jugement. Ne faites pas des jugements à la tête. Soyez factuel. C'est des fois compliqué, mais on se doit. Et plus vous êtes manager et plus vous avez du monde avec vous, plus c'est compliqué, mais plus vous devez, en reprenant tout ce qu'on vient de se dire avant, exemplaire, etc., vous devez être un manager juste. Et puis encourager les bonnes habitudes, ben oui, hein, nous, je prends l'exemple au centre de service, on a mis en place, alors là, avec le confinement, etc., c'est compliqué, mais on a mis en place les petits pains toutes les semaines. De temps en temps, on fait des after-work.
Voilà, quoi. Ça passe aussi par les bons moments. Alors, attention, hein, voilà, il y a boulot et boulot. Les petites habitudes, les bonnes habitudes, ça fait du bien. Aller boire un verre avec ses collègues, ça fait du bien. Avec son équipe, ramener des petits pains, faire l'apéro, etc. Voilà. C'est bien parce que ça met une bonne ambiance, ça met une cohésion dans l'équipe. De temps en temps, ça permet aussi un peu de lever la tête du guidon, de prendre du recul et de se dire, ah bah voilà, on est capable de prendre des bons moments, etc. Ça, c'est sympa et c'est important. Si on parle un petit peu de type de management, 4 types de management. Le directif, on fait très vite le lien avec tout à l'heure, hein, les 6-7 propositions que j'avais fait. Le premier, le directif, mais quelqu'un voilà, qui va savoir structurer, informer, nourrir, rassurer. Mais quelqu'un voilà, qu'on va juger plutôt très directif. Après, ce sera à vous de vous positionner. Le persuasif, quelqu'un qui va être capable de mobiliser et de former ses équipes. Le participatif, pardon. Alors attention à l'usage du jeu, du nous, du vous, c'est pareil. Hein, on est une équipe. Il faut essayer aussi d'éviter le jeu. J'ai réussi ce projet, j'ai gagné la confiance du client. Ouais, ça c'est un langage qu'on essaie de faire attention. On est une équipe privilégier le on, le nous, c'est important. Participatif, quelqu'un qui va plutôt avoir une bonne écoute et savoir associer les bonnes choses. Et le manager délégatif, quelqu'un qui va être capable de responsabiliser à ses équipes et bien sûr de contrôler. Et ça, je reviens après, j'en parle après de la délégation. Alors, très rapidement, une autre étude qu'on fait, celle-là, on la voit un peu plus longuement quand je fais la formation leadership. Il y a un petit test qui existe, il y a un petit QCM dans un fichier Excel. Ça vous permet, en répondant à une 50aine de questions, ça vous dit où est-ce que vous vous situez. Vous avez peut-être sûrement déjà tous fait un peu ce genre de test psychologique. Et au fur et à mesure que vous répondez, ça vous dit vous êtes un manager. Donc là, les 4 ici, le décideur. Donc on a encore une fois 4 types de management. Le décideur, quelqu'un plutôt agressif qui s'énerve facilement, mais qui va être efficace et direct. Voilà, qui n'a peur de rien. Peut-être qu'autour de vous, vous direz, j'en connais certains. L'animateur, désolé, il y a l'image qui s'est un peu perdue, qui s'égare en chemin, voilà, pour dire qui perd ses priorités, qui a besoin d'être recadré. Par contre, il est à l'aise partout, il a toujours le mot pour rire, il va vers les autres, il en a besoin. À ma grande surprise, quand j'ai fait le test, je ne suis pas animateur. Beaucoup me mettront là-dedans, mais non. J'étais plutôt là, moi. Supporter. Alors, difficulté à imposer son point de vue, besoin de temps pour décider, n'apprécie pas l'ultimatum, mais par contre, forte capacité d'écoute, empathie et patience. Et l'évaluateur, difficulté à imposer son point de vue, difficulté à travailler avec des personnes insouciantes, peut être déstabilisé. Par contre, spécialiste des avantages et inconvénients de situation, connaît bien son sujet et il va au bout et au fond des choses. Parlons un peu d'autonomie. Rapidement, l'autonomie, c'est quelqu'un qui est capable de régir à son activité d'une manière indépendante. Donc, quelqu'un qui va être capable, quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui est capable de travailler tout seul, qu'on sait qu'on peut lui confier des tâches, qui va alerter. Ça reste l'un des points forts qu'on pousse très, très, très régulièrement. Il faut alerter, il faut communiquer. Ça se mesure, donner des objectifs. On va parler d'objectifs après. L'autonomie, elle se mesure par des objectifs. Si la personne est capable d'atteindre des objectifs, capable d'évoluer via des objectifs clairement déterminés, on va pousser la personne vers l'autonomie. Un collaborateur autonome saura se suffire à lui-même. Il sera capable de chercher tout seul, de trouver des solutions tout seul. Alors, ça n'empêche pas qu'on ait une équipe, etc., etc. Mais néanmoins, il est capable au moins de gérer, de produire son activité tout seul. Dans l'autonomie, on va avoir l'autonomie presque inexistante, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas faire seul et qui en plus a un intérêt limité. Alors souvent, quand on dit quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui va aller chercher l'info, quelqu'un qui est débrouillard, qui va aller, aujourd'hui, on va aller chercher sur Google, Internet, etc. etc. Voilà. On essaie d'éviter le point. Autonomie faible, il ne sait pas encore faire tout seul. Néanmoins, il le croit, mais on a confiance en lui parce qu'on se dit, lui, il est en train d'évoluer.
il est en train de chercher ces petits réflexes. Les réflexes, ils commencent à arriver. Ça commence un peu à se débrouiller. On se dit, c'est bon, là, je vais avoir l'autonomie, elle arrive. On commence, entre guillemets, à la voir arriver. L'autonomie bonne, alors on a quelqu'un qui ne sait pas encore faire complètement seul, mais qui se débrouille. Je sais que lui, je peux lui donner un boulot, il va savoir le faire tout seul. Je vais peut-être vérifier derrière lui, par sécurité, par contrôle, hein, toujours. Mais ça commence à devenir positif. On a quelqu'un qui commence à montrer de l'envie, à montrer de la curiosité, quelqu'un qui pose des questions. Toujours pareil, quoi, voilà. La personne qui est bloquée, qui ne pose jamais de questions, c'est une alerte, hein, ça devient problématique. Voilà, la personne qui commence à poser des questions, à chercher, etc., on se dit, voilà, ça commence à devenir positif sur l'autonomie. À l'autonomie complète, on est quelqu'un qui sait tout faire complètement, et en plus qui veut le faire en tant que membre de l'équipe, et encore plus qui va venir vous proposer de prendre des sujets, et encore plus qui va vous proposer des idées, des sujets. Alors là, quand vous atteignez on va dire ici le niveau 4, vous avez atteint le summum un peu de l'autonomie, et là vous vous dites, ça y est, là j'ai mon collab, je vais commencer à pouvoir lui donner des sujets. Tout ça, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à vous, en tant que manager, d'être capable de juger et d'estimer ça. Il faut juger l'autonomie de quelqu'un. Par quoi? Parce que de temps en temps, ça nécessite de mettre en place un accompagnement. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas autonome, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre plus de temps à faire. Et donc, en fonction des périmètres que vous travaillez, plus de temps veut dire j'informe mon client que ce que je pense faire autant de temps, on va en faire pour prendre plus. J'alerte que ça va dépasser, prendre plus de temps, etc. etc. Voilà, donc ce n'est pas uniquement l'autonomie, il y a beaucoup de choses qui viennent impacter en parallèle, le délai, la réalisation, etc. etc. Objectif. Alors, je disais tout à l'heure, on ne peut pas avancer sans objectif parce que les objectifs sont nécessaires parce que c'est pas d'objectif, ça ne donne pas de sens à son travail, je n'ai pas de ligne conductrice. On a des personnes qui viennent, ils viennent le matin travailler, ils rentrent le soir, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de la journée. Je donnais l'image souvent pour expliquer ça. D'une personne qui est rentrée chez lui ce soir, à sa femme qui lui demandait, alors chérie, qu'est-ce que tu as fait? On m'a donné une feuille, j'ai corrigé un programme, j'ai modifié une ligne, j'ai compilé, j'ai livré et on m'a dit merci. Ah, super, ça faisait quoi? Je ne sais pas. J'ai corrigé mon programme, c'est tout, c'est bien. Ok. Et demain, tu fais quoi? Sûrement pareil. À l'inverse, chérie, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Il y avait un problème dans les caisses d'un grand supermarché. Dans un supermarché, il y avait un gros problème, mais j'ai corrigé le programme et grâce à moi, les caisses ont été bloquées que 5 minutes. Tous les clients ont pu faire leurs courses et leur cadeau de Noël. Waouh, super, mon chéri, t'es le meilleur. Vous imaginez à quel point la fierté que vous avez. Voilà. À un moment donné, il faut donner du sens à son travail. Et pour donner du sens, il faut avoir des objectifs. Il faut savoir vers quoi on va et où on veut aller. Une équipe doit forcément avoir un objectif. Vous avez un projet, vous avez une date de livraison, c'est votre objectif. Vous avez une qualité de livrable, c'est un objectif. Vous avez un client satisfait, c'est un objectif. Pour moi, la satisfaction du client, c'est l'objectif numéro 1. Derrière, voilà, il faut livrer, il faut avoir des objectifs. Après, derrière, vous allez descendre le niveau d'objectif. Un développeur, son objectif, ça va être quoi? Son objectif, ça va être, je te donne un travail en 10 jours, tu le fais en 10 jours. OK, 3 mois après, quand je te donne un travail de 10 jours, je veux que tu le fasses en 9, voire 8. Tiens, aujourd'hui, tu as livré un programme, tu as eu 2 bugs. Dans 3 mois, je veux qu'il n'y ait plus qu'un bug. Et à la fin de l'année, je veux 0 bug dans tes livrables. Etc. Voilà, ça, c'est pour un développeur. Un testeur, un fonctionnel, je veux que tu aies une couverture de test, je veux qu'on couvre 90% de toute la partie fonctionnelle du projet. Un chef de projet, c'est je veux que ce mois-ci, ou à la fin de le mois-ci ou à la fin de l'année, je veux X millions d'euros de chiffre d'affaires, je veux une marge d'autant, etc., etc. Donc, il faut des objectifs. L'objectif doit être partagé. Alors, on peut les partager, ça, c'est nécessaire. C'est important de savoir quels sont les objectifs que vous vous donnez, moi, qui soient partagés pour qu'on soit un peu aussi en phase sur les attentes qu'on a. Si, par exemple, vous mettez un objectif à un développeur d'être très bon en Java, il ne faut pas derrière qu'à côté, on lui propose un truc en .NET ou autre chose. D'accord? Ça paraît. Il faut que les objectifs, l'activité soit en relation avec les objectifs. L'objectif décrit un but à poursuivre. D'accord? Avant le début des travaux. On donne des objectifs avant le début des travaux. On peut les donner
pendant, mais si on donne des objectifs pendant les travaux, ça veut dire qu'on cherche à améliorer les travaux. OK. Vous donnez un objectif, comme je disais tout à l'heure, à un développeur, tiens, je te donne un nouveau programme, je veux qu'il y ait maximum 3 bugs. Et bien 3 mois après, maintenant, je veux que tu fasses maximum un bug, voire 0 bug tes livrables. OK. Un point important, les objectifs, ça va être ce qu'on appelle être smart. C'est quelque chose que vous êtes normalement, vous allez voir partout. Faites une formation sur les objectifs. La formation sur les objectifs, vous allez parler d'une chose, l'objectif doit être ce qu'on appelle smart. Smart pour simple et ou spécifique. Ça veut dire que l'objectif décrit précisément la situation et le résultat à atteindre. D'accord. L'objectif, il est précis. Et un objectif précis, c'est un objectif qui s'écrit sur une ligne. Si vous commencez à rédiger un roman pour décrire un objectif, je pense que la personne, une fois qu'elle a fini le roman, elle ne sait même pas ce qu'on attend de lui, ce qu'elle doit faire. Mesurable, alors pas des indicateurs. Alors, de temps en temps, on peut les chiffrer, ce n'est pas toujours simple. Je pense que le plus compliqué du SMART, c'est le mesurable. Parce qu'on peut des fois chiffrer un objectif, de temps en temps, c'est compliqué. De temps en temps, l'objectif, il ne va pas être au feeling, hein, c'est pas au dos mouillé qu'on va juger un objectif. Mais dans tous les cas, il faut être capable de le chiffrer si on peut. D'accord. C'est ce que je mets. Hein. Il faut être capable de se dire est-ce que l'objectif est atteint ou non. Si on peut le chiffrer, on le chiffre. C'est un énorme plus. Si vous ne pouvez pas, donnez-vous quels sont les éléments. Quels sont les éléments pour se dire si c'est chiffrable ou pas. Si c'est mesurable ou pas. Ambitieux, oui, on est là. L'objectif, il est fait pour évoluer. L'objectif, il est fait pour grandir. Et soyons ambitieux. Aujourd'hui, je te donne un projet. Je veux que sur ce projet de 500 jours, je veux qu'on gagne 50 jours. Le prochain objectif, le prochain projet de 500 jours, je veux qu'on en gagne 100. C'est énormément ambitieux, c'est très challengeant. Mais si vous dites, tiens, tu as un projet de 500 jours, je veux qu'on en gagne 10, ouais, bon, on va se dire, ouais, super le challenge, quoi. Pas terrible. Alors déjà, gagner des jours, c'est me dire, c'est déjà beau. Mais l'objectif, c'est quand même d'en gagner à la base. Donc, soyez ambitieux. C'est là que vous allez réussir à donner une challenge. Réaliste, oui, il faut quand même l'objectif soit faisable. Si ça c'est déjà vu, hein, si vous donnez un objectif qui est totalement irréalisable, ça ne sert strictement à rien. Et le pire, c'est que vous allez démotiver vos équipes. Donner un objectif qui est irréalisable va démotiver vos collaborateurs parce que ça veut dire que ça a plein de messages derrière. C'est pas réaliste parce qu'il ne me fait pas confiance, c'est n'importe quoi, ou alors même vous, l'image du manager, enfin, tout ça c'est déjà vu. Vu, vécu, etc. Attention à l'objectif qui est irréaliste. Et temporel, oui. Alors attention, l'objectif il est temporel. Il peut être temporel en mois, en année. Alors moi, je me permets de dire d'objectif temporel en année quand on parle d'objectif de carrière. Je fais des objectifs de carrière. Je donne des objectifs en année. Un développeur, s'il souhaite devenir architecte, c'est clair qu'on va l'aider, l'accompagner, le faire grandir sur plusieurs années. D'accord? OK. Hop. Comment déléguer? Alors là, si on parle un peu de délégation, la délégation, ça permet de transférer une charge de travail à notre collaborateur. On dit souvent qu'un manager… Alors Laurent, je t'interromps juste, je reviens juste sur avant, il y a Cécile qui nous fait une petite remarque, elle dit qu'elle se pose la question sur le A de Smart. Pour elle, le A, c'était atteignable et non pas ambitieux forcément. Ouais, alors je suis d'accord. En fait, j'ai déjà vu les deux. Alors, j'ai déjà vu moi les deux. J'ai déjà vu le atteignable. Mais alors attends, je reviens. Alors moi personnellement, j'ai vu les deux. Comme j'ai le R de réaliste, donc pour moi le R de réaliste se couple avec le atteignable. Je mets le A pour ambitieux. C'est ce que confirme Mathieu aussi, qui dit que le R de réaliste est là pour borner le ambitieux, effectivement. Mais je ne contredis pas Cécile, effectivement, j'ai déjà vu le smart avec atteignable. Donc voilà, alors après, c'est comme tout, hein. Je pense qu'il n'y a pas, à mon avis, je suis sûr et certain, vous tapez smart sur 10 sites internet, vous avez sûrement 10 versions différentes du smart. Voilà. OK. Donc voilà. Merci, je pense que ça répond à ta question, voilà. Cécile.
Mais oui, alors après, je pense on se rejoint dans le atteignable, réalisable, ambitieux, réaliste. Je pense que derrière ça, on va tous être d'accord sur ces mots-là sur lesquels on est d'accord que l'objectif doit être réalisable comme réaliste, ambitieux comme atteignable. Enfin, au final, je pense que la finalité est la même, si on est bien tous d'accord. Je passe. Donc, je disais tout à l'heure qu'un bon manager, on dit souvent qu'un bon manager est un manager qui sait déléguer. Donc, déléguer, c'est transférer une charge de travail. Il faut savoir, donc, quand vous donnez une charge de travail à un collaborateur, bien sûr, vous lui donnez des instructions. Vous ne donnez pas un paquet cadeau, tiens, tu me fais ça pour demain. Ce ne serait pas très correct. Donc, une petite démarche en quelques étapes pour une délégation efficace, on va dire. Je vais donner et dire à la personne ce qu'il faut faire. Voilà, tiens, je te délègue une partie. Je n'ai pas spécialement d'exemple en tête là, mais je vais dire à la personne ce qu'il faut faire, ce que j'attends. Qu'est-ce que j'attends de toi? Je donne les précisions sur la façon de faire. Donc, je donne les indications, je donne les éléments, le quand, où, combien, comment, pourquoi aussi. Pourquoi le faire, faut bien, c'est intéressant quand même, quand je dis quelque chose, quand même bien savoir c'est quoi la finalité. Parce que vous pouvez des fois donner des choses, mais si déjà la personne ne sait pas pourquoi le faire. Alors déjà, quand vous ne savez pas pourquoi le faire, vous allez vous dire, c'est pas urgent. Donc voilà, donc ça reste assez utile aussi de savoir le pourquoi. Je laisse autant que possible une certaine marge de manœuvre. Si vous déléguez, c'est quand même pour laisser une marge de manœuvre. Si vous déléguez pour derrière le faire à côté ou le faire avec, ça ne sert à rien. Ce n'est pas déléguer, c'est de faire doublement la charge de travail, donc c'est complètement inutile. Ah, voilà, c'était écrit. Je la connais. Comme quoi, j'aurais dû réviser. Expliquer pourquoi il faut faire le travail. Je viens de le dire. Ouais. C'est quoi la finalité? Quelle est la finalité de l'action, de l'activité que je délègue? Alors, je fais reformuler les instructions complexes pour s'assurer que c'est bien compris. Entre le mal fait, entre le pas fait, mais le mal fait, je n'ai pas compris, j'ai compris comme ça. Bon, il y a des moments donnés, ça peut être minime, ça ne peut pas être trop compliqué ou dangereux, entre guillemets. Il y a des fois, ça peut avoir une certaine gravité. Donc, c'est mieux de faire reformuler un peu les instructions que j'ai données. Communiquer, construire les critères de jugement objectifs afin que la personne puisse apprécier par lui le reste de son travail. Voilà. Donc, à la fin, c'est dire, voilà, tu as réussi, on a réussi à faire quelque chose, c'est lui qui l'a fait. Voilà, merci, bravo, etc. Mais c'est bien, voilà, c'est bien. La reconnaissance, c'est de pouvoir dire, voilà, c'est lui qui l'a fait. Être à disposition de la personne en cas de difficulté, oui, bien sûr, vous restez à sa disposition. Vous déléguez, mais ce n'est pas pour autant que vous partez, vous n'allez pas vous cacher. Vous déléguez, donc vous restez à l'écoute, vous restez à disposition et vous êtes toujours là pour répondre s'il y a des besoins, des problèmes, des blocages, etc. Pourquoi déléguer? Parce que déléguer, ça permet aussi à ses collaborateurs d'évoluer. Bien sûr, vous allez déléguer des tâches aux collaborateurs et afin de les faire évoluer. Vous allez déléguer de l'activité de management à vos futurs managers. Vous allez développer de l'activité d'analyse, etc., ou futurs experts fonctionnels, etc., etc. Voilà. Donc, vous allez déléguer à vos collaborateurs afin de les faire grandir. Parce qu'on ne peut pas toujours tout faire. À un moment donné, effectivement, ça devient compliqué. On a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'à un moment donné, déléguer, c'est nécessaire. Il faut être capable de déléguer. Et parce qu'on a des équipes compétentes et qui sont motivées. Oui, vous avez des équipiers compétents et motivés. Oui, vous avez des gens qui ont envie. Oui, vous avez des gens qui viennent toquer à la porte pour vous dire, tiens, tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin d'aide, etc. Mais oui, ce serait dommage de vous en priver quand vous êtes débordé. Vous n'avez pas le temps de traiter des choses. À un moment donné, faites confiance. Pourquoi hésiter à déléguer? Par crainte de perdre du pouvoir. Et ça, c'est la pire. Beaucoup de managers ont peur de déléguer parce qu'ils ont peur de perdre du pouvoir. Et ça, il faut faire attention. Vous ne perdez pas votre pouvoir. Vous déléguez parce que vous avez confiance et parce qu'à un moment donné, c'est un travail d'équipe. Par crainte de ne plus être au courant, c'est ce que je mets en dessous. Alors parce qu'on a l'habitude de tout faire, tout contrôler. Vous n'êtes plus au courant, mais vous contrôlez. Déléguer, c'est contrôler. Vous gardez le contrôle. Donc, il faut rester présent. Ce n'est pas une perte de pouvoir. Donc, vous continuez de déléguer, mais vous gardez le contrôle sur l'activité. Et pourquoi vous hésitez? Parce que vous vous dites que si ce n'est pas moi qui le fais, ce sera moins bien fait ou pas aussi vite. Mais la première fois, ça sera peut-être plus long, un peu moins bien. Et c'est comme ça que les gens ils vont grandir. Alors, ne pas déléguer le cœur de sa propre fonction de manager. Vous restez le manager, vous restez le boss, vous restez le décideur. Donc, il y a quand même certaines activités que c'est à vous de garder.
Vous ne déléguez pas vos propres responsabilités. Vous restez le responsable. Vous ne déléguez pas parce que les relations, les communications avec les clients, la hiérarchie d'autres services, bon, alors ça c'est discutable. Hein. Il y a certaines communications qui se gardent, certaines que vous pouvez déléguer. Moi, avec mes chefs de projet, entre guillemets, hein, quand je dis mais, voilà, on essaie de déléguer pour un peu aussi attribuer des tâches et des activités. Déléguer, oui, mais à qui? Un collaborateur directement sous sa responsabilité. Bien sûr, ça c'est sûr. Hein. Quelqu'un qui sait et qui veut faire, quelqu'un capable de prendre des initiatives tout en sachant s'arrêter. Alors, il ne faut pas aller non plus aller trop vite. Il faut y aller étape par étape, hein, une chose après l'autre. Quelqu'un en a confiance, oui, bon, ça répète ce que j'ai déjà dit. Hein. Vous déléguez à quelqu'un à qui vous avez confiance et vous êtes sûr qu'il va faire. Quelqu'un qui saura s'organiser pour faire également son travail, quelqu'un qui est autonome professionnellement. Alors, comme je disais, un délégué, ce n'est pas abandonner ses responsabilités. Vous restez le manager, vous restez le patron, vous restez le boss, quoi. C'est vous qui restez le responsable, le décideur. D'accord? Donc attention, ce n'est pas parce que vous déléguez que vous abandonnez certaines responsabilités. D'accord? De toute façon, dans tous les cas, au-dessus de vous, quand vous vous en rendez compte, ce sera toujours vous le premier responsable. En conclusion, manager, c'est donner du sens. Donner la bonne direction. Hein, vous pilotez le bateau, vous pilotez la barque, c'est vous le pilote dans l'avion. C'est comme vous qui donnez la direction, la meilleure direction possible. Dites-vous aussi quand même de temps en temps, vous ferez des erreurs. On fait tous des erreurs, hein, on reste des êtres humains et personne n'est parfait. Et le manager n'est pas non plus parfait, ça reste aussi un être humain. Quelqu'un qui est impliqué dans son job, quelqu'un qui est passionné par son job, c'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui doit communiquer. Et je le redirai tout le temps. Hein, voilà, c'est quelqu'un, voilà, donner du sens, donner vraiment la directive, l'objectif de l'activité de ce qu'on fait. Donner les moyens, organiser vos équipes, organiser votre travail, soyez méthodique. Donner la bonne organisation de vos équipes, la bonne pyramide. Ayez confiance, donnez les bons postes aux bonnes personnes, gérer vos équipes et optimiser un peu tout ça, quoi. Au mieux, tout sera optimisé et alors là, vous aurez la réussite devant vous. Et puis, pour moi, c'est donner envie, quoi. C'est donner envie d'eux. Donc, c'est fédérer. Hein. Vous animez votre équipe, vous êtes l'animateur, vous n'êtes pas l'animateur, vous n'êtes pas le rigolo non plus du coin, mais c'est quand même vous qui animez l'équipe, c'est vous qui donnez l'envie d'équipe de s'investir, de prendre du temps, de passer du temps, de s'investir. C'est vous qui entraînez l'équipe avec vous. Vous les faites grandir et vous les incitez à la performance. D'accord? La réussite, elle est commune, c'est une réussite d'équipe. OK? Manager, c'est servir. C'est signaler l'avenir, c'est engager les personnes et les faire grandir. Je ne vais pas dire, je pense que moi, dans mes grandes parties du rôle du manager, c'est savoir faire grandir le collab. Quand vous avez des collabs, vous avez réussi à faire grandir au bout de quelques années, ça reste une énorme fierté, quoi. Réinventer sans cesse, il faut éviter la monotonie, comme pour tout. Il faut réinventer sans cesse, proposer de nouvelles idées, il faut transformer vos activités. On est nous, chez Proxel, centre de service, dans un grand boom, hein, en plein essor. Donc, on veut transformer notre activité, on veut faire grandir, on veut changer d'activité. On est sans cesse en train de brainstormer, de réfléchir. Valoriser les résultats, les relations. Il faut valoriser vos équipes. Vous avez réussi, c'est bien, il faut le valoriser. On va se boire une bière, on va se faire un resto. Si ça n'a pas marché, pourquoi ? Pourquoi ? Ce n'est pas un échec, au contraire. Il faut grandir ces échecs, il faut aller chercher le pourquoi. Et en général, on grandit mieux de ces échecs. Incarner des valeurs. Vous êtes le manager, vous incarnez les valeurs. C'est vous qui pilotez. Hein. Et réfléchir toujours, c'est nécessaire. Tout ça pour vous dire, encore une fois, un énorme merci. J'ai presque tenu le timing, je pense. C'est ça, on est impeccable dedans. Merci beaucoup, Laurent. Merci aussi à celles et ceux qui ont participé. Vous pouvez donc d'ailleurs dès maintenant réactiver vos micros si vous voulez échanger. Il y a eu pas mal de réactions, effectivement, de Yves, de Cécile également. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette presse, en tout cas. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Est-ce que vous avez reconnu vos managers ? Est-ce que
vous avez vous-même appris Ouais. des choses et être manager. Ça nous intéresse. N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Est-ce que vous êtes reconnu vous-même? Ah, je ne peux plus être si bon que ça. Il doit y avoir des questions. Alors, il y a Smaïl qui dit plus ou moins sur certains points, plus ou moins, j'imagine, il s'est reconnu, ou plus ou moins il a reconnu son manager ou sa manager. Moi, j'ai une question, en fait. Vous m'entendez? Ah, Alors, on t'entend, Yves, mais Yves, on de très t'entend. loin. Ah, c'est loin, voilà. C'est parce que j'ai un micro de merde. C'est pour le replay. Excusez-moi, j'ai un micro qui ne fonctionne pas très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que le leader, le chef, c'est toujours le manager? Je m'explique. En fait, quelquefois, on ne peut pas trouver un leader qui soit quelqu'un de l'équipe. En fait, un leader de l'équipe qui peut être une ressource de l'équipe. Je suis chef de projet, je me rends compte que le leader, en fait, celui qui fait avancer, c'est plutôt quelqu'un d'autre. Attends, j'essaie de reformuler les questions là. Est-ce que Alors, si je quelqu'un comprends d'autre de bien, l'équipe, quoi? voilà, c'est le leader de l'équipe. Alors, tout dépend, j'imagine, Yves, ce que tu entends aussi par leader là-dedans. Ça peut être le leader technologique, c'est-à-dire celui qui, par exemple, dans une équipe de développement, a la connaissance et a la compétence et l'expertise très pointue sur un sujet qui fait qu'il a ce côté lead technologique. Maintenant, après, dans une équipe, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément dans l'informatique, le manager est censé être le leader. Parce que je donne l'exemple, il a donné un exemple de 18 heures, j'ai besoin d'aide, je suis dans la panade. Moi, il m'est arrivé que, en fait, un tel disait oui et tout le monde y allait, quoi. Et le leader, c'était un tel. Je ne suis pas clair. Alors, Ouais. oui, alors. Si. Alors après, c'est pareil. Moi, je pense que ça va dépendre. Ça va dépendre de l'organisation. Alors là, je pense que la question est assez vague, que la réponse là sera aussi. Ça va dépendre de la structure, de l'organisation de l'équipe. Est-ce qu'à un moment donné, le chef de projet, c'est le leader, et lui ou pas? Alors là, je pense que ça va vraiment dépendre du contexte et de la situation. Oui, il y a forcément des exceptions dans nos situations à Ah là, non partir du moment mais où on fait interagir des humains. Merci beaucoup Yves. On a également Audrey qui voulait potentiellement nous faire son retour. Là, on t'écoute. Oui, merci pour la présentation. J'ai pris pas mal de notes et tout, et je trouve que c'est une bonne synthèse de savoir où on se situe. Donc, par exemple, en face de chaque point, par exemple, les 13 qualités, moi, j'ai mis où je me situais, j'ai mis ce qui me manquait. Enfin, voilà, ça m'aide à savoir où j'en suis, en fait. c'est top. Un bon exercice, je trouve. Super, chouette. Merci Voilà. aussi. Et pour pousser l'exercice un peu plus loin, Audrey, n'hésite pas à poser ces mêmes questions par rapport à toi, mais à ton équipe, du coup. Oui. De savoir comment je suis vue, en fait. Ouais, comment eux perçoivent, effectivement, de manière anonyme, éventuellement, parce que sinon, forcément, il y a le biais hiérarchique qui vient fixer ça, effectivement, pour voir autant. Alors, faut être prêt, hein, effectivement, à se dire, tiens, est-ce que je suis prête voilà, à entendre ou à envisager ce que les gens peuvent penser de moi, même si des fois, on essaye de faire des efforts pour coller à tout ça. Je pense qu'en tant que manager, on lit tous cette présentation. Il y a beaucoup de bon sens là-dedans, hein. C'est beaucoup de choses qui sont positives et qui pourraient être naturelles. On essaye en tout cas de tendre vers ça, mais parfois on a beau essayer, c'est pas forcément perçu de cette façon-là par les gens qu'on manage. Et effectivement, le retour peut être assez violent. C'est sûr. C'est bien On aussi de appelle un savoir. 360, c'est ça? C'est ça, exactement ça, Yves. Ouais. Et tu disais, Audrey? Non, c'est bien de savoir que des fois, on a des qualités qu'on n'a même pas conscience, alors qu'on les a, et il y a d'autres choses qu'il faut qu'on travaille. Et donc, du coup, c'est un bon état des lieux. Et je pense Super. que de toute façon, on a toujours à travailler. Je pense que de toute façon, en tant que manager, ça reste un travail constant sur soi-même. Comme je disais, on reste des êtres humains, on a tous à grandir. Et moi, j'ai 20 ans d'expérience et je pense que d'année en année, de mois en mois, on continue d'apprendre et de grandir. C'est ça que moi je trouve ça top et formidable. Alors, il y a Cécile également, Laurent, qui nous posait une question par rapport à la présentation. Elle nous dit comment faire du coup pour encourager à déléguer. Alors, je pense que ça dépend de comment tu te positionnes, Cécile. Encourager, c'est-à-dire d'une manière générale ou par rapport à une personne en particulier, quand on fait partie de l'équipe, comment inciter, encourager son manager à déléguer ou comment encourager les gens qu'on manage à eux-mêmes déléguer.
Je lis la seconde phrase, là. Le tech lead dans l'équipe de dev n'est pas chef, effectivement, ni manager. Oui, c'était une remarque par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure Ah, autant pour dans moi. la Alors, conversation. comment on va faire du coup pour encourager les délégués? Ben, en fait, déjà, il faut que les gens ils en aient la volonté. Ah bah vas-y, tu avais remis ton micro, Cécile, si tu veux préciser. Ouais, en fait, j'ai posé ma question par écrit. Je suis dans un environnement un peu bruyant, c'est pour ça. Pas grave, c'est pas grave. Ouais, dans une équipe où, bah, en fait, avec une personne qui correspond aux 4 points que tu as décrits et qui veut pas déléguer parce qu'elle a peur de perdre le pouvoir, elle a peur de plus être au courant et tout ça et tout ça. Comment faire pour leur donner confiance et l'aider à déléguer, parce qu'en fait, dans l'équipe, il y a d'autres gens qui pourraient faire à sa place et au moins aussi bien. Ah, la question elle est au-dessus. En fait, elle est à l'inverse, si j'ai bien compris. C'est en fait, tu veux encourager un manager à déléguer qui aujourd'hui ne veut pas déléguer. C'est assez compliqué parce que quelqu'un qui ne veut pas déléguer, il faut essayer d'aller le chercher. Alors, il faut le chercher. Alors, moi j'ai rencontré, hein, j'ai un petit vécu là-dessus. J'ai bossé avec un chef qui avait beaucoup, beaucoup de mal à déléguer. Et en fait, à un moment donné, je pense que c'est pas trop insister, mais au début, c'est faire avec. Certaines tâches, c'est réussir à les faire avec. Dire, bah tiens, ce tableau-là, si tu veux, ça m'intéresse de le voir. Enfin, à un moment donné, c'est un peu d'aller chercher, un peu aller chercher quoi. Tiens, ce tableau-là, si tu veux, ça m'intéresse, on va le faire ensemble. Bah, tiens, là-dessus, on va regarder ça à deux. Et quand tu proposes des idées, tu proposes des remarques, à un moment donné, la personne va se dire, et je pense, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, ah bah tiens, il propose des bonnes remarques, bah tiens, ça te dirait de le faire la prochaine fois. Il faut à un moment donné les chercher. Alors, il ne faut pas trop insister parce que quand tu insistes de trop, plus on insiste, plus on a tendance à fermer la porte. Mais je pense que moi, ma vision, j'aurais ma réponse. Après, Vincent, tu complètes si tu souhaites. Mais je pense qu'au début, accompagner le manager dans certaines activités, faire des activités avec lui montrer que tu proposes des idées, des remarques, des critiques, etc., etc., ça peut venir titiller, de se dire, ah bah tiens, il pose des bonnes remarques, la prochaine fois, je vais lui demander de le faire. Alors, oui, c'est une piste. Je rajouterais pour compléter aussi, c'est peut-être de l'encourager en proposant une organisation. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui est pas à l'aise avec le fait de déléguer, d'aller lui dire, en fait, il y a juste à le faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Mais en arrivant, en étant membre de l'équipe et en disant, voilà, pour cette tâche-là, ce que je te propose, si ça t'intéresse pour te faire gagner du temps, je te propose de réfléchir là-dessus, de préparer le terrain, de commencer à défricher, peu importe l'action qu'on propose de faire, et de te rendre dans tant de temps un rapport qui va te permettre de décider. En fait, c'est de proposer son action en décrivant voilà, ce qu'on va faire et le gain dont va pouvoir bénéficier la personne. En l'occurrence, par exemple, gagner du temps. Tiens, je sais que tu dois organiser ou préparer telle réunion ou tel comité. Si tu veux, j'ai pas mal bossé sur le sujet. Je peux peut-être te préparer quelques notes. Comme ça va te faire gagner du temps. Tu as juste à sélectionner ce que tu vas mettre dans ta présentation. Ça peut être pour une spécification. Tiens, d'habitude, je m'occupe du développement et c'est toi qui me donnes la spécification sur laquelle je vais devoir faire mon développement. Ça fait quelques temps, je pense que je maîtrise bien le sujet. Si tu veux gagner du temps, je peux peut-être te faire une première version que tu valides plutôt que tu la fasses. Voilà, c'est d'être dans la proposition. Je ne sais pas si ça répond à ta question aussi, Cécile. Ouais, pas mal, ouais. Merci. Bah après, c'est ça, il faut les provoquer. Hein. Quand tu entends ton manager qui est tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, bah, si tu veux, bah, donne-le-moi, je vais le faire, je sais le faire, je sais ce qu'il faut, puis si tu veux. Alors, là où la personne a peut-être peur de déléguer parce qu'elle a peur tout à l'heure de garder le contrôle, mais si tu donne-le-moi, puis je te le montre. Une fois que j'ai fait, je te le montre, on regarde à deux. Et après, si tu veux, alors moi j'ai déjà vu. Hein. Non, mais t'inquiète pas, je fais le tableau, je te le renvoie. C'est toi derrière qui le renvoie. Mais il faut y aller étape par étape. Tu ne pourras pas tout prendre une activité. Quelqu'un qui ne veut pas déléguer, tu ne prendras pas toute une activité d'un seul coup. Il faut y aller tout doucement. Il faut être finaux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, tu as trouvé. Voilà, il faut être finaux. La délégation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour compléter, c'est finalement une question de confiance. Quand un manager a confiance dans un membre de son équipe, il va pouvoir lui déléguer cette tâche parce qu'il se dit
je reviens sur tout ce qui était marqué au début, ça peut être aussi bien fait, voire mieux fait que si c'était moi qui le faisais. Et la confiance, c'est quelque chose qui s'installe. Effectivement, ça n'arrive pas d'un coup, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut commencer par, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Dans mon travail au quotidien, je suis amené à déléguer des choses. Je propose souvent, j'essaie et j'évalue. Et si derrière, ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas pas fonctionné avec le résultat que j'attendais, je vais pouvoir l'expliquer à la personne. Et c'est vrai que la prochaine fois, je vais avoir plus de réticence à lui déléguer. Sauf si effectivement on en a discuté, on a débriefé, compris d'où venait l'erreur pour refaire un essai. Mais c'est vrai que c'est un processus finalement plus qu'une action, le fait de déléguer. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux dire que je pense aussi qu'en fait il faut être très humble. De manière générale, quand on délègue, c'est que le travail sera mieux fait que si on le fait soi-même. Et ça, c'est vachement important. Ça peut aussi, ça peut aussi. Et alors c'est mieux quand c'est comme ça, effectivement. Ouais. Déléguer, c'est soit parce que quelqu'un d'autre sait mieux le faire. J'ai en mémoire ce débat sur quand on parlait d'Europe et de souveraineté au niveau des différents pays, et quelqu'un qui disait mais le souverain, c'est pas quelqu'un qui fait tout. Le souverain, c'est quelqu'un qui va décider quelle personne va faire quelle action. Et effectivement, c'est ça aussi de manager. C'est pas de savoir tout faire, c'est pas de tout faire, c'est aussi d'encourager son équipe et de l'emmener et d'utiliser les compétences de son équipe au mieux pour atteindre l'objectif qui est commun, quoi. J'ai une question. Ouais, Ismaël, bienvenue. Salut. En fait, je voudrais savoir s'il y a un moyen, enfin en général, il y a pas beaucoup de leaders dans les équipes. Je voudrais savoir comment on pourrait essayer de driver ou de leader dans une équipe où il y en a pas mal de leaders. Alors, j'avoue que j'essaie de faire très un petit peu dans ta question. C'est-à-dire que tu dis qu'il y a peu de leaders en général, mais dans une équipe à laquelle tu penses, il y a beaucoup de leaders dans la même équipe, c'est ça? C'est ça, en général, il n'y a pas beaucoup de leaders. Il n'y a qu'un manager ou plus ou moins un ou deux. Et par contre, là, je suis un peu dans une équipe où il y a pas mal de leaders. Il y a un Scrum Master, il y a deux experts techniques et il y a un leader technique. Et on me demande de driver, d'être plus leader dans l'équipe. Sauf que voilà, j'arrive dans une équipe où il y en a beaucoup des leaders. Donc il y a une dynamique qui est là depuis un moment et je voulais savoir s'il y avait des petites astuces. Personnellement, je pense que ce n'est pas bien qu'il y ait beaucoup de leaders dans une équipe. Après, je ne m'y connais pas vraiment dans le sujet. D'où ma question, quelles sont les petites astuces pour réussir à être leader dans une équipe où il y en a plusieurs? Ah, c'est une question qui n'est pas simple, effectivement, au vu de ton contexte. Tout dépend effectivement de la définition qu'on va mettre derrière ou devant le mot leader. Normalement, dans une équipe, on l'a vu, il y a un manager qui est un chef d'orchestre, finalement. Après, il peut y avoir des leaders qui ont chacun leur spécialité, qui veut dire dans leur spécialité, par leur spécificité ou leur expertise en particulier, affichent un certain leadership sur ce sujet, ou c'est vraiment le Far West? C'est sur des sujets différents, sauf que l'équipe travaille sur le même scope et du coup, il faut faire passer, il faut faire et faire passer ces sujets en tant que leader. En fait, il faut réaliser certaines tâches et chaque leader vient imposer ou proposer ou essayer de faire certaines choses. Donc moi, j'arrive avec une certaine compétence et on s'attend à ce que quand j'arrive dans cette équipe, je fasse faire des tâches liées à ma compétence. Sauf que quand je suis arrivé dans cette équipe, effectivement, il y en avait plusieurs qui proposaient bien sûr d'aller vers leur direction d'expertise technique. Donc, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de travail à réaliser. Mais le fait qu'il y a pas mal de leaders, en fait, je trouve que c'est un peu compliqué pour essayer de sortir son épingle du jeu. C'est intéressant ce que tu dis, et je pense que ce qui est attendu là pour le coup, c'est que ton expertise à toi, tu puisses aussi la mettre en avant. La volonté de la personne qui a formé ou recruté cette équipe, c'est visiblement de se dire je vais prendre des gens qui sont très bons chacun dans leur spécialité, qui ne sont pas forcément toutes les mêmes, et je vais entre guillemets les mettre en concurrence pour qu'émerge la meilleure solution possible. Et
qu'on fasse le choix. Donc aujourd'hui, si effectivement il s'agit de, pour toi, vendre ou promouvoir en tout cas ta solution ou la solution que tu préconises par rapport à d'autres, eh ben, le conseil, c'est effectivement justement de te mettre en avant, d'expliquer de manière objective à travers des arguments que tu vas utiliser, de dire, voilà, ma solution, elle est un peu plus intéressante parce qu'il y a ça, parce qu'il y a telle chose. Le fait que tu fasses partie de cette équipe, au vu de ce que tu me décris, ça légitime, ça te donne déjà une légitimité d'être sur ton domaine très pointu. D'accord. Ouais. Après, ça mérite une discussion plus longue et plus vaste. Voilà, après, ça, c'est des choses qu'on te dit sans connaître ton Et contexte, sans connaître ce qui se passe, ni qui tu es, effectivement. Donc, c'est très difficile de te donner un conseil aussi objectif. Mais j'aurais tendance, si tu as des choses et que tu penses que pour toi, tu sais pas comment y arriver, essaye justement, j'ai envie de te dire, de voir avec ton manager. Cette équipe, il doit bien y avoir un manager, ou si tu travailles dans le service, tu dois avoir un manager également. On parle avec lui en disant, voilà, est-ce que tu as des tips pour m'aider justement à mettre ça en place? ouais. Alors, je rebondis là sur la question de Yves. Le leader, c'est un comportement ou un titre? Bon, je vais répondre à la même chose que Cécile. Hein. C'est un comportement. Attention au titre. Hein. Attention au titre, c'est bien d'avoir un titre. Alors, souvent, c'est bien d'avoir un titre, surtout bien d'avoir un signateur de mail. C'est surtout bien d'avoir un signateur de mail. Moi, je connais beaucoup qui aiment bien mettre ça dans un signateur de mail. C'est surtout avant tout un comportement. C'est une reconnaissance, entre guillemets, c'est une notoriété qu'on affiche. Mais c'est avant tout un comportement. Le titre, on le gagne. On le gagne, le titre. Hein, mais c'est avant tout un comportement d'être leader. Voilà. Le titre, c'est rien. Enfin, me concernant moi, le titre chef de projet, manager, directeur de projet, etc., c'est rien. C'est qu'est-ce qu'on fait derrière et qu'est-ce qu'on met derrière tout ça. En fait, la question est plutôt là. C'est derrière un titre, qu'est-ce que tu mets? Ouais, alors après, oui, comme dit Cécile, je ne rentre pas dans le détail de tout ce qui est l'agile. Parce que l'agile, c'est vraiment différent entre les équipes Scrum, Scrum Master, etc., etc. Il n'y a pas spécialement de leader. Ouais, là, c'est vraiment différent. Et on en a parlé dans les précédentes présentations, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir suivi. Je ne sais pas si on a encore des questions. Alors, on a une personne, Montassar, bienvenue Montassar, mais là par contre c'est la fin, donc du coup c'est un peu dommage. Mais n'hésite pas du coup, si tu souhaites, le replay sera en ligne à partir de vendredi sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à Diana pour tout son accompagnement et une très bonne continuation, comme on disait au début. Et nous on se retrouve à la rentrée en 2021. On vous souhaite à tous de très bonnes vacances, pour ceux qui en ont, de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.